31 mars 1954 Table des séances. Leclerc. Octave Manoni. Dans les Fragments du Narcisse, de Valéry, on trouve le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire, et une petite théorie y est exposée. Rêvez, rêvez de moi. Sans vous, belle fontaine. Ma beauté, ma douleur, me seraient incertaines. Je chercherais en vain ce que j'ai de plus cher. Sa tendresse confuse étonnerait ma chair. Et mes tristes regards, ignorants de mes charmes, à d'autres que moi-même, adresseraient leurs larmes. Paul Valéry, Fragment du Narcisse, in charme. Et par conséquent il tourne au narcissisme secondaire. Lacan. Leclerc, qui a travaillé pour nous ce texte difficile, va continuer à nous apporter aujourd'hui ses réflexions. Ses questions à l'occasion, sur le texte Zur Einführung des Narzissmus. Serge Leclerc, je crois qu'on en a déjà dit pas mal sur ce texte, c'est plein de choses. Lacan. Reprenez la deuxième partie, si vous voulez, tâchez de citer aussi. Il faut vraiment le faire connaître, étant donné que beaucoup n'arrivent pas à le lire, faute d'en avoir le texte, ce qui est regrettable. 149. Serge Leclerc. Je vais le résumer. C'est impossible à résumer, il faut presque le citer intégralement et reprendre les passages qui nous intéressent. Dans la 2. ND partie. La 1. R, vous en avez le souvenir, elle pose la distinction fondamentale de la libido, donc des arguments importants sur lesquels vous avez dressé ces considérations sur le plasma germinal. Dans la seconde partie, il continue à nous dire que c'est certainement l'étude des démences précoces, ce qu'il appelle le groupe des paraphrénies, qui reste le meilleur accès pour l'étude de la psychologie du moi. Mais ce n'est pas celle qu'il suivra dans cette 2e partie. Ou tout au moins ce n'est pas celle qu'il continuera à examiner, et il nous en citera plusieurs autres voies d'abord. Plusieurs autres considérations qui peuvent nous mener à des réflexions sur la psychologie du moi. Et il part de l'influence des maladies organiques sur la répartition libidinale, ce qui peut être considéré comme une excellente introduction à la médecine psychosomatique. Il se réfère à un entretien qu'il avait eu avec Ferenczi sur ce sujet, et part de cette constatation que le malade retire son investissement libidinal sur son moi, au cours d'une maladie, d'une souffrance. Il trouve que c'est une considération banale, mais qui demande quand même à être examinée. Le malade retire son investissement libidinal sur son moi pour le libérer de nouveau après sa guérison. Pendant cette phase, pendant laquelle il retire son investissement libidinal des objets, la libido et l'intérêt du moi sont de nouveau confondus, ont de nouveau le même destin, et deviennent impossibles à distinguer. Lacan, est-ce que vous avez recouru à la référence à Wilhelm Busch? Serge Leclerc, laquelle? Celle, dans un enfer étroit. Lacan. Non, non, ce n'est pas, c'est un trou, ce n'est pas l'enfer. Wilhelm Busch est un humoriste dont vous devriez être nourri. Il y a une création inoubliable de Wilhelm Busch, qui s'appelle Balduin Balam, le poète entravé. Ses aventures sont émouvantes. C'est un mal aux dents qui vient mettre une suspension totale aux rêveries idéalistes et platonisantes, ainsi qu'aux inspirations amoureuses est ici évoqué. C'est très amusant. Il a oublié les cours de la bourse, les impôts, la table de multiplication. Toutes les formes de l'être habituel, qui autrement paraissent réelles et importantes, sont tout d'un coup sans attrait et anéantisées. Et maintenant dans le petit trou, et non dans l'enfer, de la molaire, l'âme habite, cet investissement dans la douleur du monde. Symbolique des cours de la bourse et de la table de multiplication. Leclerc. Je crois qu'il passe ensuite à un autre point d'abord, l'état de sommeil dans lequel il y a de même un retrait narcissique des positions libidinales. Lacan, à Perrier vous avez travaillé l'article. Mettez-vous Y dès ce soir, c'est un article difficile, qui fait partie de notre cycle. Serge Leclerc.
pour en revenir ensuite à l'hypocondrie, dans ses différences et ses points communs avec la maladie organique. Freud en arrive à cette notion que la différence, qui n'a peut-être aucune importance, entre les deux est l'existence d'une lésion organique. Tout au moins il en arrive à un certain point, à cette considération. Mais l'étude de l'hypocondrie et des maladies organiques lui permet surtout de préciser que, justement chez l'hypocondriaque, il se produit sans doute aussi des changements organiques de l'ordre des troubles vasomoteurs, des troubles circulatoires, et il développe une similitude entre l'excitation d'une zone quelconque du corps et l'excitation sexuelle. Et il introduit la notion d'érogénéité des zones érogènes qui peuvent, dit-il, remplacer le génital et se comporter comme lui, c'est-à-dire être le siège de manifestations et de détente. Et il nous dit que chaque changement de ce type, de l'érogénéité dans un organe, pourrait être parallèle à un changement d'investissement libidinal dans le moi. Ça repose le problème psychosomatique. De toute façon, à la suite de cette étude d'érogénéité et des possibilités d'érogénéisation de n'importe quelle partie du corps, il en arrive à cette supposition que l'hypocondrie pourrait être classée dans les névroses dépendant de la libido du moi, alors que les autres névroses actuelles dépendraient de la libido objectale. J'ai eu l'impression quand même, que ce passage, qui dans l'ensemble de la 2 NDI partie est une sorte de paragraphe, était moins important que le second paragraphe de cette 2e partie, dans lequel il nous définit les deux types de choix objectales. 150. Lacan. Tout de même, à ce moment-là, la remarque essentielle est que vous savez combien c'est difficile à traduire Verarbeitung, élaboration, ce n'est pas tout à fait cela. Pour une telle élaboration de cette libido, il est à peu près indifférent que ceci arrive, se produise sur des objets réels ou imaginaires. La différence n'apparaît que plus tard quand l'orientation de la libido se fait sur des objets irréels. Ceci prend sa signification. Qu'il vient de dire, cela conduit à un barrage, libido d'amen, un barrage de la libido, lequel blocage. Ceci est important parce que ceci nous introduit immédiatement, puisqu'il s'agit de la libido de l'ego, sur le caractère précisément imaginaire de l'ego. Octave Manoni. Ce mot allemand doit signifier construction d'une digue. Il a l'air d'avoir un sens dynamique, et signifie en même temps une élévation du niveau, et par conséquent une énergie de plus en plus grande de la libido. Ce que l'anglais rend bien par damming. Lacan. Damming up, même. Vous avez, au passage, une petite citation d'Henri Heine, dans les Schöpfungslieder recueillis en général avec les leaders. C'est un très curieux petit groupe de 7 poèmes où il s'agit d'une sorte de très curieuse, faite au créateur. Et à travers l'ironie, l'humour de ce poème, il apparaît évidemment beaucoup de choses qui touchent à notre psychologie de la Bildung. Il nous montre que Dieu fait un certain nombre de choses en double, et en particulier. Ma gloire fait les buffs et le soleil. Im Bejanschuf gat die Sonne. Dan dinachtlichen gestirn. Hierauf schuf auch die Ocean. Aus dem Schwessener Stirn. Spate schuf wilde Bestien. Le Wan miden Grimmen Tadzen. Nak de Lewan et Bambide. Schuf hübsch Klenkätzen. Zur Bevelkerang der Wildni. War der Nak der Manchers Schaffen. Nak de Manchen Oldem Bildni. Schuf interessant Affan. Satan Sadem zu und lascht. Ei, der kopiert sich selber. Nach dem Bitsener Oschsen. Mag der Nak amend kalbe. Henri Heine, Schöpfungsidee. Au début, Dieu créa le soleil. Puis les étoiles dans les cieux. Et, avec la sueur de son front, Dieu créa ensuite les buffles. Plus tard, il créa des bêtes sauvages. Et, avec de farouches griffes, des lions. Et, avec les lions comme exemple. Il créa ensuite de beaux chatons. Et, afin de peupler la terre, l'homme fut ensuite créé. Et, c'est à sa gracieuse image
Que le singe fut modelé. Satan le regarda et rit. Ce copige est bien honteux. Le Seigneur façonne des veaux. À l'image même de ces buffles. Véritablement intéressants, les singes, ceux-là, il les appelle pour son propre plaisir. Dans un paragraphe précédent. Le diable, fort aimablement, dit qu'il essaie de s'imiter lui-même. Ces choses sont écrites en 1839, avant la parution de l'origine des espèces, et on peut encore parler très librement du singe comme d'une fantaisie de Dieu. Mais cette sorte de jeu auquel il se livre est tout de même assez profondément, va assez loin. Il est certainement frappant que Freud fasse intervenir, qu'à ce moment-là il se pose la question du sens de la sortie du narcissisme. Car en fin de compte, la question se pose là, pourquoi est-ce que l'homme est insatisfait? Il nous donne la réponse dans une référence purement poétique, et à un moment vraiment crucial de sa démonstration scientifique, en disant Krankheit ist wohl der letzte Grunde des ganzen Schöpferdrangewesen. Schaffe und konnentlich genesen. Schaffe und würdig gesund. Henri Heine, Schöpfungslied 7. Là la maladie fut la deuxième raison qui me poussa à créer. La création m'a sauvé. La création causa ma guérison. La maladie, c'est Dieu qui parle, c'est bien le dernier fondement de l'ensemble de la poussée créatrice. En créant j'ai pu guérir, en créant je suis devenu bien portant, würdig gesund. 151. Serge Leclerc. C'est-à-dire que ce travail intérieur auquel il fait allusion, pour lequel sont équivalents les objets réels et les objets imaginaires. Je le précise pour situer Lacan. Il ne dit pas que c'est équivalent. Il dit que c'est indifférent d'abord de considérer si c'est réel ou imaginaire. Il dit qu'au point où nous en sommes de la formation du monde extérieur, c'est indifférent de les considérer l'un et l'autre comme tels. Mais que ce n'est qu'après qu'apparaît la différence, au moment des effets que produit ce barrage. Car tout ce passage est fait pour mettre en parallèle la production de ce qu'il appelle encore à ce moment-là, les névroses actuelles, c'est-à-dire fort tard. À la veille de l'élaboration légèrement différente de inhibition, symptômes, angoisse. À ce moment-là, il considère l'hypocondrie comme, dans les perturbations de la libido du moi. Par conséquent, dans les affections paranoïdes et hypocondriaques, occupant la même place que l'anxiété dans les névroses de transfert. Ce qui d'ailleurs laisse une question ouverte, que nous reprendrons quand nous aborderons l'analyse du président Schreber. C'est en même temps une du problème à propos de la genèse de la psychose. Serge Leclerc. J'en arrive donc au deuxième sous-chapitre de la deuxième partie, où il nous dit qu'un autre, l'étude du narcissisme, un 3e réside dans elle, différence des modalités de la vie amoureuse de l'homme et de la femme. Il en arrive à la distinction de deux types de choix, que l'on peut traduire par anaclitique et narcissique, et il en étudie la genèse. Il en arrive à cette phrase de laquelle on pourra partir. L'homme a deux objets sexuels primitifs, lui-même et la femme qui s'occupe de lui. Wir sehen, der Mensch so ursprünglich Sexualobjekte, sich selbst und das Pflegend Web. Und setzen dabei den primaren Narzissmus des Menschen voraus, der eventuell in seiner Objektual Dominierung zum Ausdruck kommen kann. Lacan, lui-même, c'est-à-dire son image, c'est tout à fait clair. Serge Leclerc. Mais il détaille plus avant la genèse, la forme même de ce choix, il constate que les premières satisfactions sexuelles auto-érotiques ont une fonction dans la conservation de soi. Ensuite, il constate que les pulsions sexuelles d'abord s'appliquent à la satisfaction des pulsions du moi, et ne deviennent autonomes que plus tard. Ainsi, l'enfant aime d'abord l'objet qui satisfait ses pulsions du moi, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de lui. Enfin, il en arrive à définir le type narcissique de choix objectal. Surtout net, dit-il, chez ceux dont le développement libidinal a été perturbé.
Lacan, c'est-à-dire chez les névrosés. Serge Leclerc. Ces deux types fondamentaux correspondent à, c'est ce qu'il nous avait annoncé, aux deux types fondamentaux, masculin et féminin. Lacan, les deux types, narcissique et enlanning. Serge Leclerc, enlanning, ça a une signification d'appui. Lacan. Ce n'est pas sans rapport avec la notion de dépendance, développée depuis, mais c'est une notion plus vaste et plus riche. Il est clair qu'à ce moment-là il nous fait une liste, on peut dire, des différents types de fixations amoureuses, qui excluent toute référence à ce qu'on pourrait appeler une relation mûre, ce mythe de la psychanalyse en ce qui concerne la psychologie de la vie amoureuse. Il n'est certainement pas dans le mythe à ce moment-là, car il nous énumère comme couvrant d'une façon complète le champ de la fixation amoureuse, de la Verlier-Haidt, le type narcissique qui est fixé par ceci, qu'on aime. 1. Ce qu'on est soi-même, c'est-à-dire, il le précise bien entre parenthèses, soi-même. 2. Ce qu'on a été. 3. Ce qu'on voudrait être. 4. La personne qui a été une partie de son propre moi. Ceci est le narcissische Typu. 152. En Kurs Übersicht der Wege zur Objektual mag diese en de temps den Bemerkungen beschließen. Man liet. 1. Nach dem narzisstischen Typu. A. Was man selbst ist, sich selbst. B. Was man selbst war. C. Was man selbst sein möchte. D. Die Person, die ein Teil des eigenen Selbst war. 2. Nach dem Enlangstypu. A. Die Narrand froh. B. Den Schutzenden man und die innere Enwohnungen ausgehenden Ersatzpersonen. Vous verrez que l'enlangstypu n'est pas moins imaginaire, car fondé aussi sur un renversement d'identification, par identification, d'une situation primitive. Et ce qu'on aime alors, c'est la femme qui nourrit et l'homme qui protège. Serge Leclerc. Là nous en arrivons au résumé qu'il donne, un petit peu détaillé avant, je crois que ces résumés-là. Il avance un certain nombre de considérations comme preuves indirectes en faveur de la conception du narcissisme primaire de l'enfant, et qu'il voit essentiellement dans la façon, c'est amusant à dire, dont les parents voient leur enfant. Lacan. Il s'agit là de la séduction qu'exerce le narcissisme et qui est très imagée. Il indique ce qu'a de fascinant et de satisfaisant. Pour tout être humain, l'appréhension, prise au sens le plus total, l'appréhension fondamentale, pleine, d'un être présentant lui-même les caractéristiques de ce monde clos, fermé sur lui-même, satisfait, que représente le type narcissique. Et il le rapproche avec cette espèce de séduction souveraine, le mot est impliqué dans le texte, qu'exerce n'importe quel bel animal. Serge Leclerc. Il dit, Sa Majesté l'enfant. L'enfant est un peu autre chose, c'est ce qu'en font les parents dans la mesure où ils y projettent cette sorte d'idéal. Lacan, H.I.S. Majesty, de Baby. Serge Leclerc. Il faut le reconnaître comme un renouvellement, une reproduction depuis longtemps. Un certain nombre de notions nouvelles y sont introduites. Il dit qu'il laissera de côté les troubles du narcissisme primaire de l'enfant, bien qu'il s'agisse là d'un sujet très important, d'un morceau de choix, puisque justement s'y rattache la question du complexe de castration. Et il en profite pour mieux situer la notion de la protestation mâle d'Adler, en la remettant à sa juste place. Lacan, qui n'est pas mince, pourtant. Serge Leclerc. Oui, qui est très importante. Mais qu'il rattache à ces troubles du narcissisme primaire originel. Nous pouvons nous y arrêter. Mais ça ne semble pas dans la ligne de cet article. Et nous en arrivons à cette question très importante. Que devient la libido du moi chez l'adulte normal? Devons-nous admettre qu'elle s'est confondue en totalité dans les investissements objectaux? Il repousse cette hypothèse et constate, rappelle que le refoulement existe, ayant en somme une fonction normalisante. C'est ainsi qu'on peut résumer ce qu'il en dit. Or ce refoulement, dit-il, et c'est l'essentiel de sa démonstration, émane du moi.
Lacan. Émane du moi, dans ses exigences éthiques et culturelles. Wir haben gelernt, direction de l'action sanitaire et sociale libidineuse Tribregangen dem Schicksal der pathogenen Verdrangang intelligent. Wenn es sei in Konflikt mit den kulturellen und ethischen Vorstellungen des Individuen geraten. Une fois de plus souligné. 153. Leclerc. Je voulais citer exactement ce qu'il en dit, pour donner un exemple très précis. Les mêmes impressions, les mêmes événements qui sont arrivés à un individu, les mêmes impulsions, excitations, qu'une personne par exemple laisse naître en elle ou du moins qu'elle élabore de façon consciente, sont par une autre personne, ces mêmes impulsions, excitations, repoussées avec indignation, ou même étouffées, avant de devenir conscientes. Diesel ben Eindrucken, Erlebnis, Impuls, Wunsch Krögingen, welch deren Mensch. In sich waren lastoder wenigsten bewusstverarbeitet, werden vam anderen in valeur emperang zurückgewiesen oder berevoriem bewusst werden erstickt. Il y a là une différence de comportement, suivant les individus, les personnes. Et il essaie de formuler cette différence ainsi. Nous pouvons dire qu'une personne a érigé un idéal auquel elle mesure son moi actuel, tandis que l'autre en est dépourvu. La formation de l'idéal serait donc de la part du moi la condition du refoulement. C'est vers ce moi idéal que va maintenant l'amour de soi, dont jouissait dans l'enfance le véritable moi. Le narcissisme paraît dévier sur ce nouveau moi idéal qui se trouve en possession de toutes les précieuses perfections du moi, comme le moi infantile. L'homme s'est montré incapable, comme toujours dans le domaine de la libido, de renoncer à une satisfaction une fois obtenue. Diesem idyllic gilt nan die Selbstliebe, welch in der Kindheit das wirklich ich genoss. Der Narzissmus. Scheint auf dieses neue Ideal ich verskoben, welches sich wie das Infantil im Besitz aller Vervolant vollkommener étant befindet. Der Mensch hat sich hier, oui. J'ai des mal auf dem Gebiet der Libido, Unfähigerweisen, auf die einmal genossen Befriedigung zu verzichten. Will die narzisstische Vollkommenheit seiner Kindheit nicht entbehren, und wenn diese nicht festhalten konnte, durch die Managen waren seiner Entwicklung seit Geste und in seinem Urteil geweckt. Suchter sei in der Nähe en forme des Ichidals wieder zugewinnen. Was RLS ein Ideal vor sich projisiert, ist der Ersatz für den verlorenen Narzissmus seiner Kindheit, in der sein eigens Ideal war. C'est là qu'il emploie pour la première fois le terme de moi idéal. Et c'est vers ce moi idéal que va maintenant l'amour de soi, dont jouissait, dans l'enfance, le véritable moi. Il y a les deux termes, idyllique et ichidal. L'individu ne veut pas renoncer à la perfection narcissique de son enfance, et il cherche à la regagner dans la forme nouvelle. Et là il emploie le terme de son idéal du moi. Lacan. N'est-ce pas? C'est une des énigmes de ce texte, étant donné la rigueur de l'écriture de Freud, qu'a très bien relevé Leclerc. De la coexistence dans le même paragraphe, d'une façon tout à fait significative, des deux termes. Serge Leclerc. Je viens de le citer. Nous pouvons dire que l'un a érigé un idéal auquel il mesure son moi actuel, tandis que l'autre en est dépourvu. La formation de l'idéal serait, de la part du moi, la condition du refoulement. Lacan, c'est le paragraphe suivant. Leclerc. Il est important quand même qu'il parle de l'idéal comme un terme de référence, puisqu'il dit, à ériger un idéal auquel il mesure son moi actuel. Et alors le paragraphe suivant est celui-ci. C'est vers ce moi idéal que va maintenant l'amour de soi, dont jouissait dans l'enfance le véritable moi. Lacan, le moi réel, ce n'est pas véritable, c'est réel, das wirklich. Leclerc. Le narcissisme paraît dévier sur ce nouveau moi idéal, qui se trouve en possession de toutes les précieuses perfections du moi, comme était le moi infantile.
L'homme s'est montré incapable, comme toujours dans le domaine de la libido, de renoncer à une satisfaction une fois obtenue. Il ne peut pas renoncer à la perfection narcissique de son enfance et il cherche à la regagner dans la nouvelle forme de son idéal du moi. Der Narzissmus erscheint auf dieses neue Ideal ich verskoben, welches sich wie das Infantil im Besitz aller Vervolant vollkommener Eitan befindet. Der Mensch hat sich hier, wie j'ai des mal auf dem Gebiet der Libido, eingewiesen, auf die einmal Genossen Befriedigung übersichten. Will die narzisstische Vollkommenheit seiner Kindheit nicht entbehren, und wenn diese nicht festhalten konnte, durch die Managen waren seiner Entwicklung seit Geste und in seinem Urteil geweckt, sucht sei in der Nähe en Forme des Ichidals wieder zu gewinnen. Was RLS ein Ideal vorsichern. Projisiert ist der Ersatz für den verlorenen Narzissmus seiner Kindheit, in der sein eigenes Ideal war. C'est amusant de remarquer. 154. Lacan, parfaitement. Serge Leclerc, on peut dire que forme est substitué à moi. Lacan. Et là il emploie Ichidal, qui est exactement la forme opposée. Et c'est le signe qu'à ce moment-là Freud désigne deux fonctions différentes et que c'est justement là la question qui nous est aujourd'hui posée, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous allons essayer, tout à l'heure de préciser. Serge Leclerc. Ce que je remarque maintenant, c'est qu'au moment où il substitue le terme de moi idéal à idéal du moi, il fait précéder idéal du moi par nouvelle forme. Lacan, bien sûr. Serge Leclerc, la nouvelle forme de son idéal du moi, ce qu'il projette par devant lui comme son idéal. Lacan. Ceci éclairé, immédiatement par le paragraphe suivant où pour une fois, exceptionnel dans son œuvre, il met les points sur les i. De ce que c'est que la sublimation, la différence entre sublimation et idéalisation, qui est extrêmement importante. Vous l'avez bien traduit, allez-y. Serge Leclerc. Il nous a donc posé ceci, l'existence de ce moi idéal, qu'il appelle ensuite idéal du moi, ou forme de l'idéal du moi. Il dit que là, à rechercher les relations de cette formation de l'idéal à la sublimation, il n'y a qu'un pas. Et il pose justement la question des rapports de l'idéal du moi et de la sublimation. Il en dit ceci. La sublimation est un processus de la libido objectale. L'idéalisation au contraire concerne l'objet qui est agrandi, élevé, ceci sans modification de sa nature. L'idéalisation est possible aussi bien dans le domaine de la libido du moi que dans celui de la libido objectale. Die Sublimierung ist ein Prozess an der Objekt Libido und bestet darin, Direction de l'action sanitaire et sociale sich der Trieb auf eine Endirs, von der sexuellen Befriedigung entfernt wirft. Der Axrut dabei auf der Ablenkung vom Sexuellen. Die Idealisierung ist ein Vorgang mit dem Objekt, durch welchen diese Unandrang seiner Natur vergrößert und psychisch erhöht wird. Die Idealisierung ist sowohl auf dem Gebiet der Libido wie auch der Objekt Libido möglich. Lacan, c'est-à-dire qu'une fois de plus il les place exactement sur le même plan. Serge Leclerc. L'idéalisation du moi peut s'assister avec une sublimation manquée, c'est le sens. La formation de l'idéal du moi augmente les exigences du moi et favorise au maximum le refoulement. Lacan. L'un étant le plan de l'imaginaire et l'autre étant le plan du symbolique, pour autant qu'il est tout à fait indiqué que c'est dans l'ensemble des exigences de la loi que se situe cette exigence de l'Ichidal. Serge Leclerc, la sublimation offre donc le biais de satisfaire cette exigence sans entraîner le refoulement. C'est là-dessus qu'il termine. Lacan, la sublimation réussie. Serge Leclerc. C'est là-dessus qu'il termine ce court paragraphe qui a trait au rapport de l'idéal du moi et de la sublimation. Il ne serait pas étonnant, dit-il ensuite, que nous soyons obligés de trouver une instance psychique spéciale qui remplisse la mission de veiller
à assurer la sécurité de la satisfaction narcissique découlant de l'idéal du moi, en observant et surveillant d'une façon ininterrompue le moi actuel. C'est là qu'en fin de compte l'hypothèse de cette instance psychique spéciale qui remplirait donc cette fonction de vigilance et de sécurité nous conduira au surmoi. Es war nicht zu verwundern, wenn wir eine besondere psychische Instanz finden sollten, welche die Aufgabe erfüllt, über die Sicherung der narzisstischen Befriedigung aus dem Ideal zu waschen, und in dieser Absicht das aktuelle Gesetz beobachten und am Ideal misst. 155. Et il appuie sa démonstration sur un exemple tiré des psychoses où, dit-il. Cette instance est particulièrement visible et claire dans le syndrome d'influence. Les malades se plaignent. Avant de parler de syndrome d'influence, il dit que si une pareille instance existe, nous ne pouvons pas la découvrir, mais seulement la supposer comme telle. Wenn eine solche Instanz existiert, so kann es als unmöglich sein, es sei zu entdecken, wir können es sei in es solche agnosieren und Dürfen Segen, direction de l'action sanitaire et sociale das, was wir un Serge Wissen et Isen, diese caractéristique erfü. Cela me paraît tout à fait important puisque lorsqu'il introduit donc cette première façon d'introduire le surmoi, il dit qu'elle n'existe pas. Qu'on ne la découvrira pas, qu'on ne peut que la supposer. Et il dit que ce que nous appelons notre conscience remplit cette fonction. À cette caractéristique. Il dit que la reconnaissance de cette instance, dont il ne dit pas plus, nous permet justement de comprendre ce qu'on appelle le syndrome d'influence qui apparaît clairement dans la symptomatologie paranoïde. Les malades se plaignent d'être surveillés, d'entendre des voix, de ce qu'on connaît leurs pensées, de ce qu'on les observe. Ils ont raison, cette plainte est justifiée, une pareille puissance qui observe, critique nos intentions existe réellement chez nous tout dans la vie normale. Dit Crancanque l'agent d'Anne Darubé, direction de l'action sanitaire et sociale Man allié Gedankanken, IE Handlingen beobachte und Bofsichtig, SAI Worden von dem Weltandise. Instance der Stimmen informière, welche charakteristische Weisen der dritten Person zu ihnen sprechen. Jets dankatesai wider daran, jets jet hervor. Diese klage atrecht, SAI beschreibt die Wahrheit, en solch Macht, die Alleinserabsichten beobachte, erfahrt und kritisiert, bestet wirklich. Und zwar bei uns allen im normalen Leben. Lacan. Ce n'est pas tout à fait ça le sens. Si une telle institution existe, il n'est pas possible qu'elle soit quelque chose que nous n'aurions pas encore découvert. Et il l'identifie avec la censure, n'est-ce pas? Et il le manifeste dans un certain nombre d'exemples, à savoir dans le délire d'influence. Celui qui commande les actes du sujet? Il le manifeste encore dans un certain nombre de fonctions du rêve, dans les phénomènes fonctionnel, dans ce qui est défini comme phénomène fonctionnel. Point important que nous ne pouvons pas absolument ouvrir ici car ça irait trop loin, mais vous savez ce qu'est le phénomène fonctionnel de Silberer, il a mis en valeur le rôle formateur. Dans le rêve de quelque chose qui dans le rêve traduit une sorte de perception interne par le sujet de ses propres états. De ses propres mécanismes, cela veut dire de ses mécanismes mentaux en tant que fonction au moment où il glisse dans le rêve. Et le rêve en donnerait immédiatement une transposition symbolique, au sens où symbolique veut dire simplement imagé. Silberer a mis en valeur ce phénomène important pour autant qu'il montre une forme spontanée du dédoublement du sujet, par rapport à lui-même comme profondément actif. Ce point n'a pas été mis spécialement en valeur par Freud qui a toujours eu, vis-à-vis du phénomène fonctionnel de Silberer, une attitude ambiguë, en disant que c'est fort important et d'autre part. C'est quand même quelque chose de secondaire par rapport à ce qui est le plus important, à savoir les mécanismes que j'ai mis en évidence moi-même, Freud, la manifestation du désir dans le rêve. Et peut-être si je ne l'ai pas mis autant en valeur. C'est peut-être que je suis moi-même d'une nature telle que ces phénomènes n'ont pas eu dans mes propres rêves l'importance qu'ils peuvent avoir dans les rêves d'autres personnes.
C'est strictement écrit. Je ne sais plus à quel endroit, je vous le trouverai. Et puis cette sorte de vigilance du moi, qui est celle que Freud met en valeur, comme perpétuellement présente dans le rêve. C'est le gardien du sommeil, celui qui se révèle comme en marge de l'activité du rêve, et qui très souvent est prête, elle aussi. Cette instance, à le commenter. Ce reste de participation du moi du sujet, qui se manifeste comme présent est. Comme toutes ces instances dont il fait état à cet endroit, sous le titre de la censure, l'instance qui censure. C'est une instance qui parle, une instance symbolique. Serge Leclerc, il y a ensuite, partant de là, une sorte de tentative de synthèse, où est abordée la discussion du sentiment de soi chez Lacan, Selbstgefühl. Serge Leclerc. Chez l'individu normal et chez le névrosé. On pourra la reprendre tout à l'heure, mais on peut la résumer, puisqu'en somme. Ce sentiment de soi en définitive, reconnaît un peu loin trois origines qui sont la satisfaction narcissique primaire, le critère de réussite, c'est-à-dire la satisfaction du désir de toute puissance, et la gratification qui est reçue des objets d'amour. 156. Ce sont les trois racines qu'il semble retenir du sentiment de soi. Mais il y a là une discussion du sentiment de soi qui est plus développée. Cependant, je crois qu'il n'est pas nécessaire de l'aborder dans son détail ici, et pour moi, je préférerais revenir à la première. De ces quelques remarques complémentaires, lorsqu'il a terminé son paragraphe sur le sentiment de soi, en disant qu'un amour heureux correspond à l'état primitif dans lequel la libido objectale et celle du moi ne peuvent plus être distinguées. Tout de suite après, il introduit quelques remarques complémentaires qui portent sur tout l'article. Il dit ceci, cela me paraît extrêmement important. Le développement du moi consiste en un éloignement du narcissisme primaire et engendre un vigoureux effort pour le regagner. Cet éloignement se fait par le moyen d'un déplacement de la libido sur un idéal du moi imposé par l'extérieur, et la satisfaction résulte de l'accomplissement de cet idéal. Die Entwicklung des Ich besteht in eine Entfernung vom primaren Narzissmus unter the ein Intensivstreben, diesen Widersuchungen. Diese Entfernung geschieht vermittel der Libidoverskibung auf ein von Nossen auf Genetik Psychidal, die Befriedigung durch die Erfüllung dieses Ideals. Ce court résumé du développement du moi, qui passe par une espèce d'éloignement, par un moyen terme qui est l'idéal, et qui revient ensuite dans sa position primitive, est un mouvement qui me semble être l'image même du développement. Octave Manoni, la structuration. Lacan, oui, la structuration, comme dit très bien Manoni. Serge Leclerc. Parce que là justement, ce déplacement de la libido sur un idéal me paraît une notion qui demanderait à être précisée. Parce que de deux choses l'une. Ou ce déplacement de la libido se fait une fois de plus sur une image du moi, c'est-à-dire sur une forme du moi, que l'on appelle idéale parce qu'elle n'est pas semblable à celle qui y est présentement, ou à celle qui y a été. Ou bien on appelle idéal du moi, et cela existe quand même, cette notion existe dans le texte, tout au long du texte. Quelque chose qui est au-delà d'une forme du moi, c'est-à-dire quelque chose qui est proprement un idéal, et qui se rapproche plus de l'ordre de l'idée, de la forme. Lacan, d'accord. Serge Leclerc. C'est dans ce sens-là, il me semble, qu'on voit toute la richesse de cette phrase, mais aussi une certaine ambiguïté dans la mesure où, si l'on parle de structuration, c'est qu'on prend alors idéal du moi comme forme d'idéal du moi. Mais je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que là ce n'est pas précisé dans ce texte. Jean Hippolyte, pourriez-vous relire la phrase de Freud? Serge Leclerc. Le développement du moi consiste en un éloignement du narcissisme primaire et engendre un vigoureux effort pour le regagner. Die Entwicklung des Ich besteht in eine Entfernung vom primaren Narzissmus unter the ein Intensivstreben, diesen Widersuchungen. Jean Hippolyte, éloignement, c'est Entfernung. Lacan, oui, c'est Entfernung, exactement.
Jean Hippolyte, mais est-ce qu'il faut comprendre ça comme engendrement de l'idéal du moi? Serge Leclerc. Non. L'idéal du moi, il en a parlé avant. Cet éloignement se fait par le moyen d'un déplacement de la libido sur un idéal du moi imposé par l'extérieur, et la satisfaction résulte de l'accomplissement de cet idéal. Diese Entfernung geschieht vermittel der Libido Verskibung auf ein von Nossen auf Genetik sich Ideal, die Befriedigung durch die Erfüllung dieses Ideals. Évidemment, dans la mesure où il y a accomplissement de cet idéal. 157. Jean Hippolyte, inaccomplissable, parce que c'est en fin de compte l'origine de la transcendance, destructrice et attirante. Serge Leclerc. Ce n'est pas explicite, cependant la première fois qu'il parle du moi idéal, c'est pour dire que c'est vers ce moi idéal que va maintenant l'amour de soi-même. Octave Manoni. Il y a un problème à mon avis. On a souvent l'impression qu'on parle plusieurs langues. Je crois, c'est une hypothèse. Je crois qu'il faudrait peut-être distinguer un développement de la personne et une structuration du moi. C'est quelque chose de ce genre-là qui nous permettrait de nous entendre, car c'est bien un moi qui structure, et c'est quand même dans un être qui se développe. Lacan. Oui, nous sommes dans la structuration. Exactement là où se développe toute l'expérience analytique, au joint de l'imaginaire et du symbolique. Comme tout à l'heure Leclerc a posé la question, il s'agit de savoir quelle est là-dedans la fonction de l'image et la fonction de ce qu'il a appelé l'idée. L'idée, nous savons bien qu'elle ne vit jamais toute seule, ici, elle vit avec toutes les autres idées. Platon nous l'a déjà enseigné, personne ne peut l'oublier. Reprenons pour tâcher de fixer un peu les idées, et pour commencer à le faire jouer, le petit appareil que je vous montre dans l'imaginaire depuis plusieurs séances. Cela permettra quand même de faire un peu de clarté, je crois. Je rappelle une fois de plus. Quelle est sa valeur, sa signification, son mérite? Partons de l'étude de l'instinct chez l'animal, un animal lui aussi idéal, c'est-à-dire réussi. Le mal réussi, c'est l'animal que nous sommes arrivés à saisir, dont les mécanismes, le fonctionnement nous satisfassent. Cet animal nous donne précisément. Le texte même de Freud que nous avons sous les yeux l'indique. Cette vision de complétude, de monde accompli, de parfait emboîtement, voire identité de l'Innenwelt et de l'Umwelt, qui fait précisément pour nous de la séduction une forme vivante, déroulant harmonieusement son apparence. Qu'est-ce que, dans le fonctionnement instinctuel, le développement nous montre? C'est l'extrême importance de ce qu'on peut appeler l'image. Qu'est-ce qui fonctionne dans la mise en route de ce comportement complémentaire de l'épinoche mâle et de l'épinoche femelle? Des gestalten. Simplifions, n'en considérons le fonctionnement qu'à un moment donné. On peut considérer le sujet animal. De quelque côté que nous nous placions, mâle ou femelle, comme capté par quelque chose qui est essentiellement cette Gestalt. Mécanisme. Le stimulus déclencheur est quelque chose auquel le sujet littéralement s'identifie. À partir du moment où le mâle est pris dans le phénomène de la danse en zigzag, c'est à partir d'une certaine interrelation entre lui-même et l'image qui littéralement commande le déclenchement de tout mécanisme, qui est inséré dans le cycle du comportement sexuel de l'épinoche. De même que la femelle est également prise dans cette sorte de danse réciproque. En fin de compte, ce n'est pas là que la manifestation extérieure de quelque chose qui a toujours ce caractère de danse, de gravitation à deux corps, c'est-à-dire un des problèmes les plus difficiles jusqu'à présent à résoudre en physique, mais qui est réalisé harmonieusement dans le monde naturel par la relation de la pariade. Le sujet à ce moment-là est entièrement identique à cette image qui commande le déclenchement total d'un certain comportement moteur, lequel lui-même produit en une certaine forme un certain style, renvoie au partenaire ce commandement, qui lui-même lui fait poursuivre l'autre partie de la danse. Le caractère clos de ce monde à deux est précisément ce qui nous donne à l'état simple la confusion, la conjonction en une même
manifestation naturelle de la libido objectale et de la libido narcissique, puisque l'attachement de chaque objet à l'autre est précisément fait de quelque chose qui est une fixation narcissique, précisément à cette image. Car c'est cette image et elle seule qui l'attendait. C'est là le fondement même du fait que dans l'ordre des êtres vivants, seul le partenaire de la même espèce, cela on ne le remarque jamais assez, peut déclencher cette forme spéciale qui s'appelle le comportement sexuel. À quelques exceptions près, qui doivent être justement considérées comme cette sorte d'ouverture d'erreur qu'il y a dans les manifestations de la nature. C'est de là que nous partons. Disons que dans ce cycle du comportement sexuel dans le monde animal, l'imaginaire domine tout. Et d'autre part, c'est là aussi que nous voyons, même au niveau animal, se manifester la plus grande possibilité de déplacement. Et déjà nous en usons à titre expérimental quand nous présentons expérimentalement à l'animal un leurre, c'est-à-dire une fausse image. Un partenaire mâle qui n'est qu'une ombre portant les caractéristiques majeures. Au moment des manifestations du phénotype, qui se produisent dans les nombreuses espèces au moment biologique qui appellent le comportement sexuel, il suffit de le présenter pour déclencher exactement la même conduite, soulignant en quelque sorte et la possibilité de déplacement qui est tout à fait essentielle à tout ce qui est de l'ordre des comportements sexuels. Et d'autre part, le caractère imaginaire qui s'y manifeste dans le caractère illusoire de ce que nous provoquons expérimentalement. 158. C'est de là que nous partons. Est-ce que chez l'homme, oui ou non, c'est pareil? Car en fin de compte, vous voyez que ça peut être. Là cette image, cette idyllique, dont nous parlions tout à l'heure. Pourquoi pas? Néanmoins, on ne songe pas à appeler cela l'idyllique. Il faut bien qu'il soit situé autre part. Et ici s'insèrent les mérites de mon petit appareil. Quelle est sa portée? Je vous ai expliqué le phénomène physique de l'image réelle, telle qu'elle peut être produite par le miroir sphérique, et être vue à la place. Et s'insérant dans le monde des objets réels, et être accommodée en même temps que les objets réels, et pourquoi pas voir, apporter à ces objets réels une espèce d'ordonnance imaginaire, à savoir les inclure, les exclure, les situer, les ordonner, les compléter. D'une certaine façon. Jusque-là, qu'est-ce que vous voyez? Rien d'autre que précisément ce phénomène imaginaire que je vous détaillais chez l'animal. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe? À peu près exactement ça, il fait coïncider un objet réel le partenaire avec cette image qui est en lui. Et je dirais bien plus, comme il est indiqué quelque part dans les textes de Freud, cette coïncidence de l'image avec un objet réel la renforce, lui donne corps et incarnation. Et c'est en ce sens que l'image est renforcée, qu'à ce moment un certain nombre de comportements se déclenchent qui mèneront, par l'intermédiaire de l'image, guideront le sujet vers son objet. Chez l'homme se produit ceci. Nous savons que chez l'homme les manifestations de la fonction sexuelle se caractérisent par un désordre éminent. À savoir qu'il n'y a rien qui s'adapte, que cette image que nous apprenons, autour de quoi nous, psychanalystes, nous déplaçons. Qu'il s'agisse des névroses ou des perversions, nous montre précisément une espèce de fragmentation, d'éclatement, de morcellement. De cette image, d'inadaptation, d'inadéquation de cette image, espèce de jeu de cache-cache, de jeu de non-coïncidence. Entre cette image et son objet normal, si tant est que nous adoptions cet idéal d'une norme dans le fonctionnement de la sexualité. C'est ici que se pose le problème pour nous de voir comment nous pouvons nous représenter le mécanisme par où cette imagination, en désordre, peut finalement quand même arriver à remplir sa fonction. J'essaie d'employer des termes simples pour bien vous guider. Dans le fil de la pensée, on pourrait en employer de plus compliqués. Nous sommes en fin de compte autour de la question que se posent éperdument les analystes en se grattant vigoureusement la tête. Devant tout le monde. Il n'y a qu'à prendre n'importe quel article, le dernier que j'ai lu à votre usage de notre cher Michael Balin, dont je vous annonce prochainement la visite et la venue à notre société. En fin de compte, qu'est-ce que c'est que la fin du traitement?
Peut-être, je ne sais pas, cela dépendra de mon inspiration, mais je voudrais, la dernière séance de notre cycle ce trimestre, vous parler de la terminaison de l'analyse, ce qui représentera évidemment un certain saut. Notre examen des mécanismes de résistance et du transfert ne nous le permettrait peut-être pas. Mais comme la terminaison de l'analyse est une des plus mythiques de notre connaissance, on peut bien la mettre dès le départ. La question qui se posait, qu'est-ce que c'est que la fin du traitement? Est-ce que nous devons le considérer comme la fin d'un processus naturel, comme une issue naturelle? Est-ce que l'atteinte génitale, ce fameux « amour génital » dont on dit que c'est l'Eldorado promis non seulement aux analystes, mais aussi que nous promettons bien imprudemment à nos patients, cet amour génital est-il un processus naturel ou au contraire le fait d'une série d'approximations culturelles qui ne peuvent être réalisées que dans un certain nombre de cas? L'analyse et sa terminaison seraient donc dépendantes de toutes sortes de contingences. Nous sommes toujours au cœur de la question. En fin de compte, de quoi s'agit-il? De voir quelle est la fonction à proprement parler de l'autre humain. Dans cette adéquation de l'imaginaire et du réel. C'est là en fin de compte à quoi nous arrivons. Quel est le mérite donc de ce petit schéma? 159. Je lui ai apporté à la dernière séance ce perfectionnement qui fait d'ailleurs partie essentielle de ce que je cherche à démontrer. Je vous ai expliqué que cette image réelle ne peut être vue de façon consistante que dans un certain champ de l'espace réel. De l'appareil, qui est en avant de l'appareil, constitué par le miroir sphérique, le bouquet qui se renverse. C'est seulement dans un certain champ que peut se produire l'accommodation de l'œil qui est ce mouvement de parallaxe qui donne la profondeur et l'espace, ces légers déplacements de l'œil. Pour des raisons qui tiennent aux lois de réflexion des rayons. Situé trop près ou en arrière, on verrait encore moins. Mais ce spectateur idéal placé très loin peut être de façon satisfaisante remplacé par un sujet virtuel dans un miroir. Autrement dit, puisque nous savons que la vision d'une image dans le miroir est exactement équivalente pour le sujet qui voit quelque chose dans le miroir à ce que serait l'image de l'objet réel par rapport à un spectateur hypothétique qui serait au-delà du miroir. À la même place où il voit son image, cet appareil que j'ai inventé veut dire qu'en étant placé dans un point très proche de l'image réelle on peut néanmoins la voir plus loin en regardant dans un miroir. C'est-à-dire que cette image réelle vous la voyez à l'état d'image virtuelle. C'est ce qui se produit chez l'homme. Et ceci devient tout à fait intéressant à partir du moment où vous avez bien compris et où vous pouvez simplifier le schéma. Voici simplement un miroir, l'œil mythique, l'objet imaginaire image réelle ici, qui n'est pas vu ici, étant donné la position de l'œil mythique. Mais qui est vu à l'état d'image virtuelle dans le miroir, en fonction de la position sûrement idéale de l'œil, du reflet de l'œil mythique. Dans le miroir, qu'en résulte-t-il? Une symétrie très particulière. De quoi s'agit-il? En somme, que le reflet de l'œil mythique idéal du moi, c'est-à-dire l'autre que nous sommes, là où nous avons d'abord vu notre ego. C'est-à-dire hors de nous dans la forme humaine, non pas en tant qu'elle est faite pour capter un comportement sexuel, mais en tant qu'elle est liée à quelque chose qui ne surgira que plus tard dans l'œuvre de Freud, fondamentalement liée à l'impuissance primitive de l'être humain, et au fait qu'il voit sa forme réalisée, sa forme totale, le mirage de lui-même, hors de lui. C'est cela qui est l'orbite d'une certaine fonction du moi. Ceci va permettre d'en distinguer un certain nombre. Vous voyez donc de ceci que selon l'inclinaison de ce miroir, ce personnage qui n'existe pas, mais qui est celui qui voit pour que nous comprenions à chaque instant, nous savons ce que le sujet, lui, qui existe, va voir dans ce miroir, c'est-à-dire une image, nette ou fragmentée, inconsistante, décomplétée. Ceci dépend de quoi? De ce qui était dans la remarque primitive, qu'il faut être dans une certaine position par rapport à l'image réelle. Et pas au-delà. Trop sur les bords, on voit mal. Ceci est réalisé simplement par l'incidence particulière de ce miroir, c'est-à-dire
Que tout se passera pour voir cette image, comme s'il s'agissait d'un observateur placé en dehors du champ. Ce n'est que dans un certain cône que l'on se fait une image nette. De l'inclinaison du miroir dépendra ce que vous verrez plus ou moins parfaitement. Vous verrez cette image plus ou moins parfaite, cette image réelle vue dans le miroir et qui n'est réalisée que dans le miroir. Vous la verrez plus ou moins bien, selon l'incidence, dans les régions qui la constituent, selon l'incidence dont sera frappé ce miroir. Selon l'inclinaison du miroir. 160. Ce personnage qui est le spectateur, lui, on peut le dire, idéal, l'œil mythique virtuel, celui que vous vous substituez par la fiction. Du miroir pour voir cette image réelle, il suffit que le miroir soit incliné d'une certaine façon pour qu'il soit dans le champ où on voit très mal. De ce seul fait, vous voyez vous aussi très mal l'image dans le miroir. Il s'agit toujours de quelque chose qui représente bien une sorte de reflet, représentation de cette difficulté accommodatrice de l'imaginaire chez l'homme. Il nous suffit de supposer que l'inclinaison du miroir, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existe pas, au niveau et au moment du stade du miroir, mais qui dans la suite est incarné, réalisé par notre relation avec autrui dans son ensemble, et dans son ensemble fondamentale pour l'être humain, à savoir la relation symbolique, dans la voix de l'autre et ce que dit cette voix, c'est elle qui commande. L'inclinaison du miroir. C'est-à-dire qu'il vous suffit de supposer, dans un modèle égocentrique, que cette incidence du miroir réponde à la voix pour que vous compreniez ce dont il s'agit, que le commandement de l'appareil, la régulation de l'imaginaire puisse dépendre de quelque chose qui est situé d'une façon tout à fait transcendante, comme dirait Monsieur Hippolyte, le transcendant dans l'occasion n'étant rien d'autre pour l'instant, au niveau où nous sommes, que la liaison symbolique entre les êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la façon dont, pour mettre les points sur les i, socialement nous définissons mutuellement par l'intermédiaire de quelque chose qui s'appelle la loi, l'échange des symboles, dont nous situons les uns par rapport aux autres. Nos différents moi, dont vous êtes, vous Manoni, et moi Jacques Lacan, dans un certain rapport, qui est complexe, selon les différents plans où nous nous plaçons, selon que nous sommes ensemble chez le commissaire de police, ou ensemble dans cette salle, ou ensemble en voyage, selon tout ce qui se définit dans une certaine relation symbolique. En d'autres termes, c'est la relation symbolique qui définit la position du sujet comme voyant. C'est la parole, la fonction symbolique, qui peut, ceci nous est imagé par le schéma, définir le plus ou moins grand degré de perfection, de complétude, d'approximation de l'imaginaire. La distinction est faite dans cette représentation entre ce que nous pouvons appeler idyllique et ichidal, entre moi idéal et idéal du moi. L'idéal du moi commande un certain jeu de relations d'où dépend toute la relation à autrui, et de cette relation à autrui dépend le caractère plus ou moins satisfaisant de la structuration imaginaire. On voit dans un tel schéma que l'imaginaire et le réel jouent au même niveau sur le même plan. Pour le comprendre, il suffit de faire un petit perfectionnement de plus à cet appareil, de penser que ce miroir, comme il est normal de l'être, est une vitre, à savoir que vous vous voyez à la fois dans une vitre et que vous voyez les objets au-delà. Il s'agit justement de cela, d'une coïncidence entre certaines images et le réel. C'est de cela que nous parlons quand nous parlons d'une réalité orale, anale, génitale, de quelque chose qui montre un certain rapport entre nos images et les images. Ce ne sont rien d'autre que les images du corps humain, si vous voulez, l'hominisation du monde, la perception du monde en fonction d'un certain nombre d'imaginés, liés à la structuration du corps. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ce qui se passe à la fois. Par l'intermédiaire et à travers ce miroir, les objets réels sont à la même place que l'objet imaginaire, c'est-à-dire en fin de compte, ce qui est le propre de l'image, ce qu'on appelle investissement par la libido. Ce en quoi un objet devient désirable.
Ce en quoi il se confond avec cette image que nous portons en nous diversement et plus ou moins structurée. Ce schéma nous donne un schéma maniable, qui vous permet de vous représenter ce qui est toujours soigneusement distingué. Chez Freud et reste toujours, pour beaucoup de lecteurs, énigmatique, la différence entre la régression topique et la régression génétique, la régression archaïque, la régression dans l'histoire. Comme on enseigne aussi à la désigner. Mais il est tout à fait concevable, on peut l'imaginer, que puisque cette image imparfaite dans le miroir sphérique est quelque chose qui donnera une image plus ou moins bien réussie au centre ou sur les bords, selon l'inclinaison du miroir. L'image peut se modifier et être pas simplement floue ou vague, mais modifiée, à savoir, comment la bouche originelle se transforme. Dans le phallus terminal, ce serait peut-être plus facile que de réaliser un pareil petit modèle de physique amusante. 161. Mais vous le voyez, tout ce que ceci représente, c'est que nulle espèce de régulation qui soit vraiment efficace et complète. Humainement, ne peut s'établir que par l'intervention, par rapport au sujet, dans sa réification, si on peut dire, de son propre être. Dans ce que donne une certaine façon que poursuit, au moins mythiquement, l'analyse. Quel est mon désir? Quelle est ma position dans la structuration imaginaire? Elle n'est strictement concevable que pour autant qu'au-delà se trouve un guide, au niveau du plan symbolique, au niveau de l'échange légal qui ne peut pas avoir d'autres incarnations que d'échange verbal entre l'être humain. Que quelque chose qui est au-delà de cet idéal du moi le commande pour qu'il arrive en quelque sorte en opposition. Cette distinction est absolument essentielle, mais en même temps elle nous permet de concevoir exactement ce qui se passe dans l'analyse sur le plan imaginaire et qui s'appelle « transfert ». Pour le comprendre, et c'est là le mérite du texte de Freud. Il faut comprendre ce que c'est que la Verlichkeit, ce que c'est que l'amour. L'amour, pour autant précisément qu'il est un phénomène qui se passe au niveau de l'imaginaire, et qui, par rapport au symbolique, provoque une véritable subduction du symbolique, une sorte d'annulation, de perturbation de ce qui est appelé à proprement parler fonction de l'idéal du moi. Au sens que l'amour rouvre la porte, comme l'écrit dans ce texte Freud, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. À la perfection. L'amour est précisément ceci, c'est au moment où cet ichidal, l'idéal du moi, l'autre en tant que parlant, l'autre en tant qu'ayant avec moi une certaine relation symbolique, une certaine relation sublimée, et cette sorte d'échange proprement humain qui est à la fois le même pour nous dans notre maniement dynamique et pourtant différent de la libido imaginaire, qui s'appelle précisément l'échange symbolique, à savoir ce qui lie les êtres humains, ce qui fait de la parole cette sorte de lien, qui permet de l'identifier d'une façon qui est non pas seulement métaphorique, mais qui en quelque sorte, enfante des êtres intelligents, comme dit Hegel. Cet ichidal, en tant que parlant, vient se situer dans le monde des objets, au niveau de l'idyllique, au niveau où peut se produire cette captation narcissique dont Freud, pendant tout ce texte, nous rebat les oreilles. Vous pensez qu'au moment où toute cette confusion se produit, il n'y a plus aucune espèce de régulation possible de l'appareil, autrement dit, quand on est amoureux. Comme le dit le langage populaire, on est fou. Je voudrais illustrer ceci d'un petit exemple, la psychologie du coup de foudre. Rappelez-vous Werther, voyant pour la 1re fois Lot en train de pouponner un enfant, image parfaitement satisfaisante sur le plan de l'enlangstipu, ou anaclytique. Cette coïncidence de l'objet avec l'image intérieure fondamentale pour le héros de Goethe est ce qui déclenche cette espèce d'attachement mortel, car il faut aussi élucider encore pourquoi cet attachement est fondamentalement mortel. Nous l'aborderons une prochaine fois. À ce moment-là, le phénomène est réalisé, à savoir que c'est ça l'amour, c'est son propre moi qu'on aime dans l'amour. Son propre moi réalisé à ce moment au niveau imaginaire. Je vais vite pour vous indiquer ceci, qu'on se tue à se poser ces problèmes. C'est tout de même curieux ces névrosés, qui sont absolument si entravés sur le plan de l'amour,
comment est-ce qu'il peut se produire chez eux ce transfert? Il est bien clair que le problème gît en ceci, dans le caractère absolument universel, véritablement automatique avec lequel se produit le transfert, alors que les exigences de l'amour sont au contraire, chacun le sait, si spécifiques. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre juste l'image qui est faite pour vous donner à la fois l'image de votre désir le plus satisfaisant. Je laisse de côté la phase mortelle de cette rencontre, je ne peux pas tout dire à la fois. Mais c'est également essentiel de la mettre en valeur, je réserve cela pour la prochaine fois. Comment se fait-il donc, que dans le rapport analytique, cette chose qui est de la même nature? Freud nous le dit dans le texte que j'avais donné à Granoff à dépouiller, sur l'amour de transfert. Se produisent, on peut dire avant même que l'analyse soit commencée. Mais enfin ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Avant que l'analyse soit commencée et pendant l'analyse. Je vois l'heure avancer, je ne peux pas vous tenir, comme je vous l'ai toujours promis, au-delà de 2h moins le quart. Je reprendrai les choses précisément à ce point-là, à savoir, comment, de par les prémices même de la situation analytique. La fonction absolument mathématiquement déclenchée, presque automatiquement déclenchée, que prend dans la relation. Analyser analyste avant même qu'elle ait commencé, de par la présence et la fonction de l'analyste, va nous permettre de faire jouer cette fonction imaginaire de l'idyllique, comment d'ores et déjà quelque chose se situe là et situe l'analyste.